Monsieur le ministre, merci de rester avec nous. C'est avec plaisir. Cette fois-ci, nous démarrons donc avec les élections législatives et régionales du 29 avril 2024. C'est une razzia pour le parti au pouvoir, razzia opérée donc par l'Union pour la République à l'issue de ce double scrutin. Quelle lecture faites-vous de ces résultats pour les législatives, 108 députés sur 113? À la fois en tant que militant du Parti UNIR, je m'en réjouis, je m'en félicite. Je considère que c'est une responsabilité lourde qui pèse sur les épaules du parti. C'est une responsabilité énorme qui pèse sur les députés et les institutions qui en découleront. Parce qu'au-delà de l'élection, il y a une responsabilité qui consiste à rassembler davantage la société togolaise, à promouvoir davantage l'unité, à faire en sorte que toutes les bonnes volontés qui ont envie de contribuer à cette nouvelle étape de notre vie politique soient en mesure de le faire. Probablement que la représentation aurait été beaucoup plus diverse, que le débat à l'Assemblée nationale suffirait pour régler un certain nombre de problèmes. Il faut aller au-delà de l'Assemblée nationale, du Sénat, et faire en sorte que toutes les occasions qui permettent de promouvoir et d'assurer le débat, le dialogue, les échanges, les discussions entre les institutions et nos concitoyens, avec les organisations de la société civile, avec les partis politiques, avec les chefferies traditionnelles, permettent d'atteindre tous les objectifs qui sont poursuivis. Deuxièmement, je considère que ça interpelle. Ces résultats démontrent la justesse de la réforme constitutionnelle, notamment par rapport à la nécessité d'assainir et de rationaliser le paysage politique togolais. Vous voyez, on constate quoi depuis les années 2000? Les partis politiques ont été souvent identifiés à leur fondateur. Lorsque le fondateur disparaît, le parti s'éteint. Ou qu'il se désengage, le parti s'éteint. Les principaux partis traditionnels, nés dans la foulée des années 1991, c'est tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas tous les citer, mais les Togolais le constatent. Alors, il faut dépersonnaliser les partis politiques. Il faut dépersonnaliser. Il faut faire en sorte que les femmes et les hommes puissent se retrouver autour de convictions partagées, d'une vision partagée. Vous savez, dans nos pays, nous nous sommes enfermés et c'est d'ailleurs pourquoi il fallait procéder à une adaptation de nos textes fondamentaux. Quel est le sens du parti politique d'opposition et du parti politique de la majorité dans nos pays, à part les arbitrages auxquels les élections permettent d'aboutir? En dehors de ces élections, quels sont les éléments, les ressorts des clivages entre les différents partis? En Occident, ça a un sens. Quand on dit on est de droite, on sait ce que cela signifie sur le plan social et économique, et des politiques qui seraient menées si on est au pouvoir. En Afrique, qu'est-ce que cela signifie, être parti d'opposition? À part des affinités personnelles, des replis parfois identitaires, régionalistes, nous devons en sortir. C'est un des objectifs de la réforme constitutionnelle. Je considère que depuis les années, avec la disparition du président Yadema, qui marquait un changement fondamental, beaucoup de partis politiques de l'opposition n'ont pas tiré tous les enseignements. Ils ont continué à faire comme s'ils avaient face à eux les interlocuteurs qu'ils avaient. Ils n'ont pas changé. Si je mets de côté la question du renouvellement du personnel, les méthodes d'action, ça n'a pas changé. Donc quand on prend les résultats des différents scrutins depuis 2007,
qui se sont organisés, qui ont été organisés dans des conditions de transparence, de liberté, de crédibilité incontestable, y compris en 2007. On voit bien qu'il y a un déclin des partis politiques. Quand nous, on a décidé, quand le président de la République a décidé de créer le Parti UNIR, ça n'a pas été facile, en notre propre sein. Parce qu'il y a des gens qui se demandaient, mais nous venons de gagner les élections législatives de 2007. Vous venez de gagner l'élection présidentielle de 2010. Pourquoi créer un nouveau parti? Pourquoi? Et lors d'une des premières réunions, je dirais des grandes personnalités du parti RPT, où le président Faure ne disait pas créons un nouveau parti, mais réfléchissons sur la manière de nous réformer et de nous adapter aux évolutions et aux mutations qui se produisent sur le continent et dans le monde, ce n'était pas évident. Mais lui, il disait non, nous devons nous réformer et nous adapter aux évolutions, sinon, c'est les événements qui vont nous dépasser et qui vont nous balayer. Je pense que ce travail que certains diraient d'introspection, d'ajournemento, n'a pas été fait par nos frères et sœurs de l'opposition. On a continué avec les mêmes méthodes, les mêmes rengaines. Vous décidez avec vos frères et sœurs ou des amis, un groupe de camarades, vous partagez la même conviction. Vous estimez que nous devons dépasser les clivages qui ont caractérisé la société togolaise jusqu'à présent. Nous devons aller au-delà de la réconciliation nationale qui est en cours et conjuguer les énergies. Et vous créez le Parti UNIR. Et des gens, par paresse intellectuelle ou indigence intellectuelle, se complaisent et vous disent non, vous vous appelez RPT UNIR. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ces gens-là, qui se complaisent dans cette forme d'indigence intellectuelle, qui ne font pas l'effort de réflexion pour voir que notre pays évolue, que les réalités changent, ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas se réformer. Parce que pour eux, le mal incarné, c'est les autres, c'est nous. Ils ne se posent pas la question de leur propre responsabilité. Alors, espérons, souhaitons que, sachant que la nouvelle constitution exige véritablement d'aller vers des partis politiques, des regroupements des partis politiques qui soient beaucoup plus viables, sachant que la conquête du pouvoir de gouvernement est liée désormais au poids dans les assemblées électives, les conseils municipaux, les conseils régionaux, l'Assemblée nationale, le Sénat. Chacun doit en tirer les conséquences. Oui. Nous serons toujours à l'écoute parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais pour ces résultats, voilà. Est-ce que vous n'avez pas été trop gourmand? Est-ce que ces résultats sont sincères, Monsieur le ministre? Vous savez, si vous prenez le Grand Lomé, cela représente un peu plus de 3000 bureaux de vote, le Grand Lomé. Avez-vous connaissance en tant que grand journaliste togolais de dizaines de bureaux de vote ou de centaines de bureaux de vote où, avec des preuves irréfutables, on pourrait vous dire qu'il y a eu des irrégularités dans le Grand Lomé? En avez-vous? L'opposition a-t-elle porté à l'attention de nos concitoyens? Dans le Grand Lomé, je singularise le Grand Lomé à dessein, parce que parfois les gens ont pensé que Lomé était une chasse gardée. Le Grand Lomé était une chasse gardée. Vous avez vu la campagne que nous avons menée, avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup d'engagement sur le terrain. Vous avez vu l'opposition mener cette campagne? Vous avez vu un des partis de l'opposition, tout son état-major, candidat dans une seule circonscription, le Golfe. Tous les leaders de l'opposition, l'ANC, les FDR, la DMP, tous, est-ce que cela reflète véritablement la diversité de la société togolaise? Est-ce que cela ne vous interpelle pas? Donc, que les gens puissent imaginer que sur 3000 bureaux, plus de 3000 bureaux de vote dans le Grand Lomé, on n'est pas capable de dire qu'il y aurait une dizaine, une vingtaine de bureaux de vote
où il y aurait eu des dysfonctionnements ou des irrégularités, et qu'on puisse généraliser en disant que non, ces résultats sont le fruit de manœuvres, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas du tout sérieux. Vous savez, à force de s'enfermer dans cette logique-là et de ne pas travailler sur le terrain, de ne pas aller vers nos concitoyens, à force de s'enfermer dans des contradictions, les incohérences, et pratiquement même, moi je ne sais pas quel était le message de l'opposition dans cette campagne. Peut-être que vous pouvez m'aider à être édifié. Quel était le message? Nous avons eu un message clair. Nous avons cherché à partager avec nos concitoyens les enjeux de ces élections par rapport à la nouvelle constitution, les implications par rapport à la nouvelle constitution. Nous avons été très clairs et transparents en leur disant « Renouvelez-nous votre confiance en votant pour unir, vous manifestez votre confiance et votre soutien au président Faure Essaozi-Mnangagwa Simbé. » Nous avons dit à nos concitoyens « Notre pays évolue, enregistre des progrès dans tous les domaines. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. » Nous étions en campagne pendant qu'il y avait des délestages. Nous étions en campagne pendant qu'il y avait parfois des pluies et que les rues étaient impraticables. Mais certains de nos concitoyens ont réfléchi, ils ont dit, mais oui, peut-être que ce que le gouvernement fait, ce que la majorité fait actuellement, ce n'est pas suffisant. Mais faut-il pour cela aller chercher des amateurs, des inexpérimentés, pour aller mettre à l'œuvre? Oui, alors que nous avons un chef d'État, chef d'État dont l'expérience, dont l'esprit d'ouverture, dont la volonté de dialogue, la capacité de médiation sont appréciés pas seulement dans notre pays, mais aussi dans la sous-région. Et vous allez aller chercher des gens qui vont commencer à se chercher, à apprendre. Alors voilà, donc je crois que les Togolais, en toute lucidité, en toute connaissance de cause, ont fait le choix de la raison, ont fait le choix de l'expérience, ont fait le choix de l'ouverture et du dialogue, le choix du leader politique qui va travailler à rassembler et à unir. Mais vous avez évoqué... Est-ce que vous imaginez les leaders, je prends les 3 leaders que j'ai cités, vous avez entendu un d'entre eux prendre conscience du fait que nous devons travailler ensemble? Parce que les défis et les enjeux l'exigent. Et vous croyez que les Togolais ne sont pas, eux, conscients que la vérité, c'est que nous devons travailler ensemble. Nous devons conjuguer nos énergies. Nous devons conjuguer toutes les bonnes volontés. Nous devons créer des synergies. Et quand une opposition dit non, bon, si nous venons, vous allez voir ce que vous allez voir. Quand des gens disent, bon, élisez-nous députés pour que nous puissions aller à l'Assemblée nationale et leur pourrir la vie. Mais nos concitoyens se demandent, mais c'est pas sérieux là. Nous souffrons et puis au lieu de dire que vous allez aller pour travailler, pour répondre à nos besoins, à nos attentes, vous voulez leur pourrir la vie. Pourrir la vie à qui? Voilà, c'est ça la réalité. Mais malheureusement, après les élections, elle ne peut pas être occultée. Oui, vous avez évoqué un certain nombre de crises. Après les élections, on a comme l'impression que ces problèmes se sont exacerbés. Vous avez parlé du délestage qui a repris avec violence, la vie chère. Mais comment comprendre que les Togolais vous fassent toujours confiance, selon les résultats sortis des récentes élections, malgré ces difficultés quotidiennes, Monsieur le ministre? Bon, je vous ai donné déjà une part de réponse. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes que vous laissez l'artisan expérimenté, avisé, pour aller chercher un apprenti. C'est ça la réalité aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que vous allez aller chercher quelqu'un qui va les aggraver. Moi, c'est clair. Si les gens, leur intention, c'est de pourrir la vie aux Togolais, pourquoi vous voulez que les Togolais leur fassent confiance? Mais pourquoi l'artisan n'arrive pas à régler les problèmes qui sont soulevés? Oui, il y a des problèmes. Les gens sont aussi objectifs. La crise énergétique. La crise énergétique, vous savez, si nous regardions où nous en étions il y a une vingtaine d'années, en termes de capacité énergétique produite au Togo et importée, vous allez voir que probablement nous avons triplé ou quadruplé. D'abord en termes de production locale, les centrales thermiques, les centrales solaires et tout le reste, les importations. Et en même temps, les besoins des entreprises, les besoins de l'économie, les besoins de nos concitoyens, des ménages.
L'électricité qui hier était comme un luxe dans nos villages, aujourd'hui c'est un besoin essentiel. Les Togolais veulent avoir de l'énergie parce que ça aide aussi à développer le commerce, les activités. Or, produire, il faut investir massivement. Nous le faisons, mais c'est encore insuffisant. Importer, vous êtes dépendant par rapport au pays dont vous importez. Le Nigeria a pris une décision de réduire le volume d'électricité qu'il fournit au Togo, au Niger et au Bénin, pour des raisons qui nous sont indépendantes. Il y a des moments où les gazoducs ou les oléoducs sont l'objet de vandalisme. Ça, c'est indépendant de notre volonté. C'est pourquoi, avec objectivité, nous reconnaissons qu'il y a des difficultés dans le domaine. Nous communiquons, la ministre de l'Énergie communique, la CET communique, pour expliquer aux Togolais, voilà comment le rationnement va se passer pour que les gens ne subissent pas d'autres désagréments. Qu'on ne mette pas les aliments dans le frigo et puis, avec une coupure intempestive, les aliments se gâtent. Que les petits commerces, les artisans ne souffrent pas davantage. Et au même moment, nous prenons les dispositions pour renforcer la production énergétique. Et progressivement, nous allons atteindre l'autonomie, pour ne pas dire l'indépendance, en matière de production énergétique. Progressivement, quand vous parlez de la vie chère, ouais. Le 1er mai, quand j'étais avec les partenaires sociaux, je blaguais avec eux. Je leur disais, dans la semaine là, le Nigeria venait de revaloriser le SMIC à 25 dollars. À 25 dollars ou oui. De 25 dollars? Je vous parle de 25 dollars. Vous voyez, est-ce que le SMIC au Togo est suffisant? Non. Moi, je suis aussi conscient que même malgré le relèvement du SMIC, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à payer le nouveau SMIC. Mais j'ai fait une tournée avec les partenaires sociaux, les organisations patronales et les organisations syndicales. Et nous avons convenu que quand une entreprise, quand une structure économique est confrontée à des difficultés et ne peut pas respecter, il faut qu'elle soit en mesure d'avoir un dialogue au sein de l'entreprise pour expliquer. Parce que moi, je préfère une entreprise confrontée à des difficultés réelles, incontestables, qui explique aux travailleurs, voilà la situation, en disant, au lieu de procéder à des licenciements, si j'avais 100 employés, si je veux respecter le SMIC, peut-être que je suis obligé de me débarrasser de 50 ou de 75. Je préfère maintenir tout le monde. Et nous allons nous serrer la ceinture, travailler à maintenir l'activité économique et sortir ensemble de la situation. Et lorsque il y aura un éclairci, nous allons respecter le SMIC revalorisé. Ça me paraît beaucoup plus responsable. Vous voyez, moi, je voyage beaucoup, je sais comment ça se passe. Je ne veux pas participer à cette forme d'auto-flagellation, au dénigrement de notre pays. Je pense qu'il y a des gens qui sont mieux outillés que moi en la matière, qu'ils soient des adversaires politiques d'en face ou d'un certain nombre de nos frères et sœurs qui, parfois totalement déconnectés de la réalité, sont à l'étranger et puis dépeignent à longueur de journée notre pays comme étant le mal incarné. Moi, je ne suis pas de cette catégorie. Et donc, vous pensez qu'avec la nouvelle République, la 5e République, il y aura des améliorations? Par quelle alchimie? Non, vous savez, moi, je ne veux pas non plus que nous idéalisions les constitutions et les lois fondamentales. Les lois sont ce qu'elles sont, les textes législatifs ou réglementaires sont ce qu'ils sont. Mais au-delà de ce que les textes disent, prescrivent et stipulent, c'est la manière, c'est la pratique du pouvoir qui est déterminante. C'est la manière dont les femmes et les hommes qui incarnent ce pouvoir et les institutions, cette manière qui est déterminante. C'est pourquoi, quoi que l'on dise, je le rappelais tout à l'heure, personne n'oserait dire que face au leader du parti UNIR, le président Faure Essaouzimana Gnassingbé,
dont on connaît le tempérament, dont on connaît les qualités. Mais il est un être humain, il peut avoir aussi des défauts. Quand on voit les sacrifices qu'il a parfois fait sur lui-même pour promouvoir la réconciliation nationale, pour promouvoir l'apaisement de la vie politique et sociale, vous croyez que n'importe qui se serait permis de supprimer la célébration du 13 janvier? Vous le croyez? Non. Vous croyez que n'importe qui aurait accepté de tendre la main aux frères et sœurs de l'opposition? Ceux qui nous disent que non, ils veulent nous pourrir la vie. Alors, quand vous l'avez d'un côté, avec toute cette ressource humaine autour de lui, toutes ces femmes, tous ces jeunes, tous ces aînés qui apportent leur contribution, qui n'hésitent pas à l'interpeller en raison de leur expérience de la vie pour lui dire non, sur tel aspect, faites attention. Quand vous avez vraiment cette dynamique-là, d'un côté, et de l'autre côté, vous voyez le spectacle au sein de l'opposition, vous croyez que nos concitoyens ne sont pas conscients de cela? Et qu'il leur suffirait de dire que non, bon, on a voté la nouvelle constitution, tout va changer comme par magie demain. Non. Ils nous font confiance parce que nous leur disons la vérité. Nous avons un diagnostic, une analyse de l'état du pays qui nous porte à dire oui, il y a encore beaucoup de défis. Nous avons des défis sécuritaires, nous avons des défis de cohésion, nous avons des défis de renforcement de l'autorité de l'État. Nous devons faire en sorte qu'aucun centimètre de notre territoire ne tombe entre les mains de personnes vraiment qui véhiculent la mort, la destruction. Et de l'autre côté, on regarde, ils savent que bon, il vaut mieux que celui qui peut associe ceux qui ne le peuvent pas. Il vaut mieux que celui qui est expérimenté associe ceux qui ne sont pas expérimentés. Il vaut mieux que celui qui a guéri associe ceux qui ont besoin d'apprendre que l'inverse. Donc, le parti UNIR et son leader sont les mieux à même aujourd'hui de rassembler le peuple togolais, d'unir davantage, de promouvoir et assurer la cohésion, d'amener les uns et les autres à dépasser les ressentiments qui ont pu naître, les frustrations de la défaite, à se dire que nous pouvons travailler ensemble. C'est sincère, c'est honnête, c'est ce que nous voulons. C'est ce que le président Faure Gnassingbé veut. Demain, en sa qualité du président du Conseil, avec et aux côtés du nouveau président de la République, il va continuer à œuvrer pour que notre pays progresse au lieu de reculer. Mais unir davantage, cela suppose aussi que vous soyez de plus en plus tolérant dans la gestion des libertés publiques. Certains, et beaucoup d'ailleurs, vous reprochent d'avoir la main de plus en plus lourde dans la gestion donc, de ces libertés publiques. Vous êtes de plus en plus ferme contre les syndicalistes, les leaders d'opinion, les journalistes, dont certains se retrouvent parfois en prison, même parfois des activistes, avec des adolescents parfois qui sont traqués. Quelle marge de manœuvre vous comptez donner aux citoyens togolais dans le cadre de cette nouvelle constitution? Est-ce qu'il vous arrive d'observer ce qui se passe dans tous les pays, dans notre sous-région? Est-ce qu'il vous arrive de voir comment les journalistes, les hommes de médias, pour un oui ou un non, peuvent être embastillés? Je sais que parfois j'écoute votre chaîne, je sais que certains d'entre vous, vous applaudissez par exemple ce qui s'est passé au Sénégal. Vous avez vu votre confrère qui est en prison? Vous savez pourquoi il est arrêté? Pour avoir critiqué les déclarations du Premier ministre sur les questions du genre. Est-ce que vous imaginez cela au Togo? Non. En matière de liberté syndicale, il y a des pays qui ont limité le nombre de jours de grève par an. Vous imaginez cela au Togo? Non. Quand la loi dit que si vous faites grève, n'allez pas dans un établissement scolaire, n'exposez pas les élèves, nos enfants, ne sortez pas manifester dans la rue.
pour faire de grève. Mais si vous voulez faire une manifestation dans la rue, c'est autre chose. Et que vous le faites. Que je vous reçois. Que des leaders religieux vous reçoivent. Intercèdent auprès de nous. On essaie d'attirer votre attention. On vous dit, non, vous êtes des pères et des mères de famille. Est-ce que vous souhaiteriez que votre enfant aille à l'école et qu'après qu'on vous appelle pour vous dire que l'enfant a été blessé parce qu'il était en train de manifester dans la rue ou parce que des enseignants sont venus exercer des voies de fait sur leurs collègues parce qu'on leur demande pourquoi ils sont en train de travailler pendant que les autres font la grève, alors que la liberté syndicale, c'est que ceux qui veulent faire la grève font la grève et ceux qui veulent travailler, travaillent. Alors, nous sommes dans un contexte sous-régional particulier. Je préfère que dans un esprit de pédagogie, nous parvenions à nous parler, à analyser les menaces sécuritaires qui pèsent, les risques que comporte l'organisation de certaines manifestations, que nous amenions les journalistes à faire preuve de professionnalisme, de respect des règles éthiques et de déontologie, plutôt que parfois d'être des démarcheurs, des maîtres chanteurs, des gens qui écrivent n'importe quoi en espérant soutirer de l'argent à tel ou tel. Et que si nous avons une compréhension commune du contexte que nous vivons, alors là, nous pouvons nous dire comment nous pouvons accepter un certain nombre de renoncements et de privations pour faire en sorte que les libertés et les droits fondamentaux continuent à être garantis, mais en veillant à ce que l'environnement, le contexte ne soit pas compromis. Vous voyez, je suis obligé de citer cet exemple. Allez-y demander aux responsables, aux militants de ce qui s'appelait ballet citoyen dans un pays. Entre les dérives qui ont conduit à la situation d'aujourd'hui et le fait qu'aujourd'hui, en matière de liberté, c'est beaucoup plus difficile. Demandez-leur qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux d'avoir une sorte d'esprit d'ouverture mutuelle, de prendre conscience des défis sécuritaires et de se dire ce n'est pas que le gouvernement et les autorités imposent telle chose ou telle autre, mais nous comprenons que face à la situation, face aux défis, face aux enjeux, nous devons agir d'une certaine manière. Mais pour donc, nous prendre qu'un seul cas, le cas des adolescents, les 3 qui ont été arrêtés, des activistes sur les réseaux sociaux, des élèves actuellement en prison, est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières, d'autres moyens de les punir que de les envoyer derrière les barreaux en prison où il n'y a visiblement même pas beaucoup de place? Je dois vous dire que je ne suis pas bien édifié sur le cas. Il faut toujours voir quelle a été l'intention dans laquelle les actes ont été posés. Est-ce que c'est peut-être pris dans les événements ou peut-être par ignorance ou par esprit juvénile? Ou bien ils ont été manipulés et instrumentalisés, ou ils ont posé des actes dont ils avaient conscience des conséquences que cela peut engendrer. Alors, cela étant, je suis sûr qu'il faut toujours œuvrer et plaider pour plus de magnanimité, plus de tolérance, à condition que ceux qui en bénéficient prennent conscience et ne soient pas dans la récidive. Et parfois, c'est ça aussi le problème. Monsieur le ministre, je voudrais qu'on aborde l'actualité internationale avant la fin de cet entretien exclusif, en commençant par la position du Togo dans la crise du Sahel. On a vu le Togo dans une position médiane entre les différents protagonistes. Est-ce que cette position ne va pas engendrer des représailles contre notre pays? Je crois que fondamentalement, parfois, nous avons été incompris. Nos positions sur les situations de crise au Burkina, au Mali, au Niger ont été incomprises. Peut-être parfois, des déclarations n'ont pas été les plus heureuses, en donnant le sentiment qu'il s'agissait de soutenir aveuglément tel ou tel. À la réalité, moi je considère que la CEDEAO est confrontée à un triple défi.
Le premier, c'est que depuis les années 90 et la fièvre des démocratisations, on est sorti de l'esprit fondateur de la CEDEAO. On est sorti des objectifs de coexistence pacifique entre les peuples et les nations, de la solidarité entre les peuples et les nations, de la libre circulation des personnes et des biens, et surtout de la coopération et la coordination pour assurer le développement économique et social de notre espace. Et l'axe central, la charpente même de la CEDEAO a été désarticulée. Les protocoles sont devenus beaucoup plus importants que l'acte fondateur. Les protocoles notamment relatifs aux questions de démocratie, sans que nous ne nous accordions sur le concept même de démocratie. Si vous dites limitation des mandats présidentiels, par exemple, entre le pays qui a un mandat de 4 ans renouvelable une fois et celui qui a un mandat de 7 ans renouvelable une fois, est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Entre celui qui a un régime parlementaire et celui qui a un régime présidentiel, ce n'est pas la même chose. Et les réalités de nos pays ne sont pas les mêmes. Donc je considère pour ma part qu'il faut repenser la charpente et la structure des textes qui régissent la CEDEAO. Revenir à l'esprit des pères fondateurs, aux objectifs fondamentaux et chercher à promouvoir des relations pacifiques et harmonieuses entre les peuples, la solidarité entre les peuples et de les faire travailler ensemble pour répondre aux aspirations de nos populations et de nos peuples en matière de bien-être économique et social. Deuxièmement, quand vous êtes face à un problème, les coups d'État, la rupture de l'ordre constitutionnel, la question peut se poser de savoir, vous n'avez rien fait, vous avez observé une situation se dégrader, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. Et puis, une frange de la population, généralement les militaires, décide de prendre le pouvoir. Et vous décidez de recourir à l'extrême solution. Alors, sans chercher d'abord à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Et généralement, nous n'avons pas cherché à comprendre. La CEDEAO, les instances de la CEDEAO n'ont pas cherché à comprendre. Le dernier coup d'État s'est produit, il n'y a pas eu d'effort substantiel et significatif pour aller à Niamey, rencontrer les nouvelles autorités, même si nous sommes en train de les dénoncer, de les décrire, pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Rencontrer le président déchu, avoir son point de vue, qu'est-ce que vous souhaitez que nous vous apportions comme aide. Il y a un aîné, un ministre des Affaires étrangères dans les années 90, d'un pays de la sous-région, qui m'a appelé dans le cadre de la crise au Niger. Il me dit, mais petit frère, je salue et j'encourage les positions et les initiatives du président Faure. Et il me raconte que lorsque le Baré Maïna Sara avait fait son coup d'État contre le président Maman Ousmane, les présidents ivoiriens, burkinabés et togolais s'étaient entretenus la même nuit. Le lendemain, ils ont envoyé une mission avec les ministres des Affaires étrangères des 3 pays. Ils sont arrivés à Niamey. Ils ont trouvé le président Maman Ousmane dans une posture pas enviable, devant son lieu de détention, sur un tronc d'arbre. Après avoir été reçus par Baré Maïna Sara, ils sont allés le voir, ils l'ont trouvé dans cet état. Et ils ont échangé avec lui et ils lui ont demandé, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous souhaitez? Et le président, selon ce que cet aîné me dit, le président Maman Ousmane leur a dit, ils m'ont déjà trop humilié. Ça ne sert à rien de dire qu'ils doivent me rétablir dans mes fonctions. Ce que je souhaite, qu'ils soient magnanimes. Je souhaite que mes conditions de détention soient humaines. Je souhaite que mes proches, sur le plan politique et sur le plan familial,
soient traités avec dignité. Je souhaite qu'il y ait une initiative de dialogue et de concertation pour voir si on peut engager et amorcer une transition inclusive. Voilà comment les choses avaient été réglées. Donc, je considère pour ma part que le deuxième élément, c'est que quand vous avez le choix entre l'indifférence, ne rien faire, ce n'est pas souhaitable. La deuxième chose, c'est de chercher à comprendre. Comprendre, ce n'est pas nécessairement faire preuve de complaisance. Ce n'est pas nécessairement épouser la cause des putschistes. C'est s'imprégner des réalités propres à un pays qui n'est pas le vôtre et demander aux parties prenantes concernées quelle est la meilleure manière de les aider. Et c'est un élément qui a été déterminant dans les prises de position de notre pays sous l'impulsion du président Faure Essozimna Gnassingbé. Il a toujours cherché à comprendre et à voir quelle est la meilleure manière d'aider. La troisième chose qui me paraît importante, si vous prenez une logique de sanctions externes, d'abord, il faut s'assurer que vous disposez des moyens de leur mise en œuvre jusqu'au bout, y compris les répercussions que cela peut produire sur les économies de vos pays. Vous ne pouvez pas dire que vous allez infliger des sanctions, vous allez punir un peuple sans vous interroger quelles seront les répercussions et les conséquences sur mon pays. Et sans vous demander, est-ce qu'il est possible d'avoir les moyens d'aller jusqu'au bout, quelles qu'en soient les circonstances. Et si vous répondez à ces questions par la négative, alors là, abstenez-vous. Oui, mais c'est ce abstenez-vous. Donc, c'est permet à certains de dire que cette décision a été pilotée de l'extérieur par des pays étrangers. Vous qui connaissez ces milieux diplomatiques, vous qui entendez beaucoup de choses, est-ce que la CEDEAO est sous l'emprise? Non, non. Moi, je ne suis pas non plus dans ces postures-là, ces déclarations péremptoires. Vous savez, chaque pays, les relations internationales sont fondées sur 3 principes. Les relations d'amitié. Je coopère avec un pays parce que je le considère comme un pays ami. Il y a un certain nombre de proximités. Je coopère avec lui. On coopère avec d'autres peuples et d'autres pays par nécessité. Je produis le maïs, mais j'ai besoin de tel pays auquel il faut vendre cela. Si je ne peux pas me passer de lui parce que j'ai besoin de lui pour commercer avec lui, c'est par nécessité. Et le troisième élément, c'est les intérêts. J'ai des intérêts dans son pays. Il peut arriver que les 3 éléments concordent. L'amitié, c'est-à-dire les éléments sentimentaux, affectifs. La nécessité, je suis obligé. Mon intérêt m'amène, je ne l'aime pas. Je ne suis pas obligé, mais mes intérêts m'inclinent à faire avec lui. Alors, pourquoi nous, sur la base de ces principes-là, il est normal que les pays occidentaux poursuivent leurs intérêts. Les relations internationales, ce n'est pas des bisounours. C'est la poursuite des intérêts. Fondamentalement, c'est la poursuite des intérêts. Les 2 autres éléments viennent après. L'amitié, on peut se passer d'amis, on peut chercher d'autres. Mais les intérêts, surtout s'ils sont des intérêts vitaux, alors, que des pays externes à notre espace aient des tentations d'ingérence et d'interférence, il nous appartient de résister et de ne pas être accessible à ce genre d'interférence. Donc, c'est ce que je dirais. Je dirais aussi que je ne suis pas d'accord avec la logique des boucs émissaires. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé des 3 phases que les États africains sont en train de traverser. Nous allons dire, c'était les autres qui nous avaient dit de faire des partis, de mettre en place des partis États-partis uniques de 1960 à 90. On va dire, bon, ils nous ont trompés. Dans les années 90, ils nous ont trompés en nous disant qu'il faut le multipartisme intégral, la démocratie. Et nous avons accepté. Et nous allons dire en 2020, 2024, bon, tous nos malheurs, c'est eux.
Mais à quel moment nous allons nous interroger sur notre part de responsabilité? Moi, je pense que nous ne devons pas nous infantiliser. Nous ne devons pas tout le temps nous victimiser. Nous devons être des adultes. Une belle interrogation. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. Nous devons prendre conscience de ce que la construction de l'État est un processus long. C'est en cela que nous ne devons pas juste répéter de manière, faire du mimétisme en disant non, démocratie, sans savoir même qu'est-ce que nous mettons dans le mot démocratie. Est-ce que ça correspond à nos réalités, à nos spécificités? Nous ne devons pas prendre des anathèmes ou des slogans. Alternance. C'est quoi l'alternance? Quand vous n'avez pas encore l'État, quand vous n'avez pas encore la capacité à assurer l'intégrité territoriale, protéger le territoire, protéger la population, lui offrir des conditions de vie dignes, on voit, les gens, les femmes et les hommes politiques peuvent se succéder sans que nos pays ne se transforment. Moi, je préfère que nous mettions l'accent sur la transformation de nos pays en valorisant d'une part le dialogue et l'écoute, en nous disant que chaque citoyen détient une part de réflexion, d'idées qu'il peut apporter son énergie. C'est comme ça, moi, je perçois les choses. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Je voudrais avoir votre avis sur le mouvement souverainiste et panafricaniste en vogue actuellement dans certains milieux en Afrique. Êtes-vous panafricaniste? Non. Je vous dis non dans le sens où vous le dites, dans le sens où je l'entends ces derniers temps. Que nous, Africains, nous puissions identifier ce qui nous est commun et que nous nous défendions, la dignité de l'Africain ou de l'afro-descendant. Que nous comprenions que dans la compétition mondiale actuelle, nous avons intérêt à travailler ensemble. Dans le cadre du plan 2060-63, dans le cadre de la ZLECAf, le panafricanisme en ce sens-là, que sur les enjeux majeurs touchant à l'environnement, touchant à la finance internationale, la manière dont le FMI, la Banque mondiale fonctionnent, nous puissions discuter et dégager des points de vue, justement pour être à l'abri des tentatives de manipulation ou des tentatives de nous opposer les uns contre les autres. Si c'est cela le panafricanisme, ah oui, je suis d'accord. Mais si le panafricanisme, c'est les grands discours, les grandes affirmations, les certitudes que les gens disent, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il faut être réaliste. J'écoutais sur une chaîne un Africain que j'apprécie, Achille Mbembe, qui parlait de l'Afrique du Sud, qui parlait de la déchéance de ce pays, des difficultés économiques de ce pays. Quand vous regardez les difficultés majeures auxquelles ce pays est confronté, il y a des gens qui vont se poser la question, mais les Blancs ont construit ce pays, voilà, les Noirs sont en train de le détruire. Qu'est-ce que nous allons répondre à ça? Si nous disons que nous voulons faire la refondation, la question peut se poser de savoir, est-il possible de faire le bonheur d'un peuple contre son gré? C'est-à-dire, peut-on ne pas avoir un minimum d'ouverture et de dialogue, d'écoute par rapport à ce que d'autres pensent? Qu'est-ce qui investit telle frange d'une société de dire « moi, je suis le garant du bien de tous ». Si les autres vous investissent de cette responsabilité, oui. Alors, pour le moment, j'entends beaucoup de discours. Sur le franc CFA, moi je comprends qu'il faille réfléchir sur les liens entre les pays membres de l'UEMOA et la France. C'est une évidence. Une dynamique a commencé. Mais affirmer que si nous avions des monnaies nationales, cela équivaudrait à la prospérité, au développement et au bien-être, bon, dans ce cas, la question peut se poser. Pourquoi le Nigeria qui a sa monnaie a des difficultés économiques? Le Ghana avait affirmé il y a quelques années que point de compromis avec le FMI et la Banque mondiale. Ils y sont retournés. Pourquoi?
Si vous allez au marché de Lomé et vous parlez à nos frères et sœurs qui achetaient à Lomé et allaient vendre en Côte d'Ivoire et qui ne le font plus parce que l'effondrement de la monnaie ghanéenne a tué leur affaire. À ces personnes-là, comment vous leur dites qu'une monnaie togolaise aurait suffi pour faire le bonheur du Togo? Je voyage en RDC qui a sa monnaie, dans beaucoup de pays qui ont leur monnaie. Donc moi je pense qu'il faut avoir la mesure des choses. Ce sur quoi nous devons travailler, c'est faire comprendre à nos partenaires. Parce qu'ils sont des partenaires, mais c'est à nous de définir où sont nos intérêts et comment nous défendons nos intérêts. Donc, c'est à nous de voir comment nous défendons notre dignité. C'est à nous de définir notre chemin vers la construction de sociétés plus heureuses. Ce n'est pas à quelqu'un de nous le dicter. Et si nous le faisons, et que les autres nous critiquent, ça fait leur droit. Nous ne sommes pas obligés. Mais faisons attention. Souvent, c'est parce que nous sommes obligés, par le biais d'un certain nombre de mécanismes, que nous nous asservissons. Quelqu'un parlerait de servitude volontaire, mais l'esprit dans lequel il l'a dit est mauvais. Mais nous nous asservissons parce que quand vous êtes pauvre, vous êtes obligé de tendre la main. Quand vous tendez la main, celui qui vous donne la main, il peut tendre sa main de manière hésitante, de manière chaleureuse. Il peut même jouer. Il vous tend la main, quand vous tendez, il fait comme ça. Vous faites quoi? Donc, si nous devenons très sérieux et rigoureux dans la manière dont nous gérons nos sociétés, dont nous gérons les affaires publiques, progressivement, la dignité, ça ne sera pas un vain mot. Notre souveraineté, ça ne sera pas un vain mot. Le progrès de nos sociétés, ça ne sera pas un vain mot. C'est ça qui me paraît le plus important, et non pas des formules que j'entends. Et surtout, j'encourage, mais je respecte les opinions des uns et des autres. Mais cela n'oblige pas nécessairement à des attitudes désobligeantes, à des propos qui frisent le dénigrement, y compris des dirigeants étrangers. Nous devons y faire attention, y compris sur votre chaîne. Donc vous êtes un panafricaniste prudent ou... Pas prudent, pragmatique, raisonnable. Je ne suis pas trop idéaliste, je ne suis pas idéologue. Parce que moi, je sais d'où je viens. De mon village à Sioux jusqu'aujourd'hui, c'est pas les idéologies, ça n'a jamais été les ressorts de ma vie. J'essaie de prendre les problèmes tels qu'ils viennent. Mais je dis, nous avons aussi besoin d'hommes et de femmes qui nous fassent rêver. Je ne dis pas que nous ne devons pas rêver. Mais si vous rêvez trop, vous risquez de vous réveiller avec des cauchemars. Notre panafricaniste congolais nous dit qu'on ne change pas les choses tant qu'on ne les a pas nommées, tant qu'on ne les a pas appelées par leur nom. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé dans nos studios. Non, je voudrais vraiment vous dire un grand merci. L'exercice que nous venons de faire correspond en réalité au souci et à la volonté du président Faure de poursuivre les efforts de sensibilisation, de pédagogie, de tendre la main envers nos frères et sœurs, de dépasser les frustrations qui ont pu naître de ces dernières semaines de débats intenses de la réforme constitutionnelle, de nous dire que la mise en œuvre de cette nouvelle constitution dans toute son ampleur nécessitera la contribution des uns et des autres, que rien n'est jamais figé dans une société. Et donc, je voudrais vraiment garder cet esprit d'espérance, d'optimisme que le président cherche à inculquer au-delà du gouvernement ou de son parti à l'ensemble de la société togolaise. Vraiment, le mieux pour nous, c'est de nous tendre la main pour avancer. Mais si nous restons divisés, nous condamnons à des difficultés inutiles. Merci, Monsieur le ministre. Merci. À très bientôt.